Bonjour, bienvenue. J'aimerais bien remercier les organisateurs de cette conférence pour l'invitation et pour cette opportunité d'amener des faits démographiques dans la discussion. Également, cette opportunité d'échange à travers différentes disciplines. Donc, on va parler aujourd'hui de changement démographique et de la manière dont les villes suisses croissent. On va partir du constat qu'on observe un regain de croissance démographique dans les centres-villes, en général, en Suisse. On va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, on va se pencher sur la question si ces centres-villes sont devenus de plus en plus attractifs pour les résidents de la Suisse, c'est-à-dire les Suisses et les étrangers qui résident déjà en Suisse, en analysant la géographie des flux de migration interne, donc des flux de migration résidentielle, en prenant une perspective longue afin d'établir si cette phase de périurbanisation ou d'étalement urbain qui a commencé dans les années 60 touche à sa fin aujourd'hui, avec l'essor de ce qu'on appelle la réurbanisation, donc la nouvelle croissance des centres-villes, ou pas. Ensuite, on va passer à un autre flux migratoire, c'est-à-dire la migration internationale, et voir comment les flux se répartissent également dans l'espace et quel est leur impact sur le processus d'urbanisation en Suisse. Et si on a encore un peu de temps, on peut encore parler d'autres choses, beaucoup plus de choses, plus généralement liées aux transformations du parcours de vie. Donc là, vous avez l'évolution de la population en Suisse, dans tous les centres-villes, donc nota bene, ça c'est les communes qui sont officiellement désignées comme étant une ville, donc soit ils comptent plus de 10 000 habitants, soit ils ont un statut de ville historique. Donc on voit bien donc la population de la Suisse a fortement augmenté, de 5 millions en 1950 à 9 millions aujourd'hui, avec une croissance relativement constante, mis à part le ralentissement durant les années 60 avec la crise pétrolière. Ensuite, on voit pour les centres-villes, on voit également une croissance même plus importante entre 1950 et 1970, mais ensuite, il y a un tassement et un regain de croissance qui commence vraiment à prendre pied uniquement à partir de 2000. Là, on a l'ensemble des centres-villes, mais si on se concentre sur les centres-villes des grandes agglomérations de Suisse, on observe partout une baisse de la population. Donc ces centres-villes, ils ont perdu de population depuis 1960, plus ou moins jusqu'en 1990. À Zurich, par exemple, la population elle est tombée de 440 000 à 360 000 entre 1960 et, je crois, au milieu des années 90. Donc, les habitants délaissent de plus en plus les Suisses, les habitants délaissent de plus en plus les villes, centres, à la recherche davantage d'espace, de moins de congestionnement, plus d'espace vert et de la possibilité d'acquérir un bien immobilier, évidemment, ou à l'extérieur, de meilleurs marchés. Par contre, depuis 2000, donc à Genève, ça a déjà commencé avant, mais là, l'exemple de Lausanne le montre clairement, depuis 2000, ces centres sont de nouveau en croissance. Et beaucoup de gens se sont penchés là-dessus et se sont dit, mais voilà, ça c'est typiquement l'effet de ces nouvelles normes d'aménagement du territoire. On concentre les villes, on arrête de les étaler, ce qui fait renforcer la population dans les centres. Là, on va aborder cette question sous un autre angle, et non pas sous l'angle de la croissance démographique elle-même, mais sous l'angle de l'attractivité résidentielle. Et pour ceci, on ne va pas seulement se focaliser sur les villes officiellement désignées comme telles, mais on va délimiter l'espace en fonction de la densité de la population de chacune des communes. Donc vous avez en noir, vous avez les communes denses, qui la plupart du temps sont des centres-villes, mais pas seulement. On a aussi Puy, c'est aussi une petite ville, mais voilà, ça fait aussi partie de ces zones denses. En bleu, on a des zones de densité intermédiaire, et en vert, on a des zones peu denses. C'est une classification qui a été reprise par l'Office statistique de la Suisse. L'Office statistique a également défini des frontières, des aires agglomératives autour de chacune des villes en fonction
des échanges entre les différentes communes. Donc, s'il y a assez de personnes qui font les navettes tous les jours de la périphérie vers le centre, cette commune sera comptée comme faisant partie intégrante de l'agglomération. Donc, c'est une définition fonctionnelle de l'aire urbaine qui regroupe plus ou moins la population qui est en interaction quotidienne les unes avec les autres. Donc vous voyez là, ici, ça c'est l'état aujourd'hui de nos agglomérations. On voit plusieurs agglomérations, mais qui sont systématiquement séparées par des espaces verts peu denses. Alors là, on a encore considéré une couronne de zones rurales autour des villes, qui serait donc le premier territoire à s'urbaniser dans le futur. Donc si on regarde maintenant cette nouvelle carte, et on considère que ces couloirs, cette ceinture rurale dans le futur fera peut-être partie intégrante de l'agglomération, on voit donc une image totalement différente de la Suisse, où l'ensemble du plateau serait une seule mégazone urbaine, au lieu de villes distinctes. Donc, on va utiliser cette géographie dans l'ensemble de cette présentation. Donc, les données sur lesquelles je me repose, c'est principalement les recensements de 1970 à 2000, les registres depuis 2010 et des enquêtes aussi structurelles. Donc là, le premier résultat, on voit ici la migration Internet, c'est-à-dire pour chacune de ces zones, le nombre d'entrants moins le nombre de départs pour d'autres zones en Suisse, divisé par la population de la zone. Ça peut être une commune, ça peut être un amas de communes. En rouge foncé, on a les zones avec davantage de départs que d'arrivées. En bleu foncé, on a des zones avec davantage d'arrivées que de départs, et entre deux, vous avez les gradients qui se distinguent par le seuil 0, c'est-à-dire où le nombre d'entrants et de départs est exactement le même. Donc on voit bien dans les années 60, la Suisse connaissait une urbanisation, donc les gens quittaient les montagnes, quittaient les zones rurales, même parfois les zones rurales qu'aujourd'hui on compte en faisant partie intégrante de l'agglomération. Donc à l'époque, ils n'étaient pas encore si urbanisés que ça. Avec par contre deux exceptions. On voit donc partout du vert à l'extérieur des villes. Dans toutes les villes, normalement, on voit du bleu, donc davantage d'arrivées que de départs, sauf à Zurich et à Bâle, où cette périurbanisation, où l'étalement urbain a commencé. Donc on a davantage de départs des centres que d'arrivées, et dans la couronne d'agglomération, on a davantage d'arrivées que de départs. Donc cette périurbanisation se diffuse progressivement à travers la hiérarchie urbaine, commençant par Zurich, Bâle, Genève, etc., jusqu'à concerner l'ensemble des grandes et petites villes de Suisse. Et en effet, autour de 2000, on observe une nouvelle attractivité des centres-villes, en particulier à Zurich, à Lausanne et à Genève, où on a des centres qui deviennent bleus, donc avec davantage d'arrivées de résidents de Suisse que de départ. Donc, en effet, une nouvelle attractivité. Par contre, c'était une tendance relativement limitée dans le temps parce qu'elle a été motivée par des effets de période. D'une part, la grande partie de ces entrants... Voilà, là, Voilà, la grande partie de ces entrants dans ces centres-villes, c'était des jeunes adultes en âge de formation. Et rappelez-vous, autour de 2000, il y avait un boom de l'éducation tertiaire en Suisse. Beaucoup de nouvelles hautes écoles qui se sont créées, qui ont attiré aussi des jeunes en ville. En outre, il y a aussi eu beaucoup de projets de réaménagement de friches urbaines, comme par exemple à Zurich, à Altstetten, qui a donc fourni des nouveaux logements pour la population, qui étaient encore relativement abordables. Mais aujourd'hui, dans la plupart des villes, cette phase est terminée. À Lausanne, maintenant, on est actuellement en plein dedans, encore à prix malais. Donc, des effets de période, un effet attractif surtout sur les jeunes en formation,
ou bien les personnes aussi, les jeunes professionnels hautement qualifiés, encore sans enfants, alors qu'en arrière-fond, on a toujours encore cette périurbanisation, ces mouvements vers la périphérie urbaine de la majorité des agglomérations. Alors que dans la période récente, la situation s'inverse à nouveau. On est de nouveau dans ce trend de périurbanisation, d'étalement urbain, et encore davantage que dans le passé. Et si vous regardez Zurich, l'ensemble presque de l'agglomération de Zurich a une migration nette négative, et c'est uniquement vraiment aux extrémités de l'agglomération, voire même de l'autre côté de la frontière de l'agglomération, que les gens s'établissent de plus en plus. Et ça, c'est typiquement un signe de cette baisse d'intensité, de ces effets de période qui rendaient les centres-villes plus attractifs. Entre-temps, il y a eu de la gentrification dans les centres-villes. Les loyers ont beaucoup augmenté. Et pour une famille, souvent, si on veut avoir plus d'espace, moins de congestion, il faut sortir vers la périphérie urbaine. Donc, ce n'est donc pas les mouvements internes de la population résidentielle qui expliquent cet accroissement des centres-villes. Donc, on va passer maintenant à la migration internationale. Et pour dire aussi que la croissance des centres-villes est de fait qu'un reflet de la croissance démographique de la Suisse dans son ensemble. La population suisse, plus de 80%, habite déjà dans les villes. Donc si on a une croissance nationale, c'est-à-dire que c'est les villes qui vont croître en premier. Et la migration internationale, depuis 1950, a joué un rôle fondamental dans cette croissance. Sans migration internationale, on aurait une population de 4 ou 5 millions seulement, à la place des 9 millions. Donc là, je parle de toutes ces immigrations qui se sont accumulées depuis 1950. Donc on voit bien un effet de période également que constitue l'immigration internationale, puisque les niveaux de migration internationale actuels sont quelque part presque inégalés dans le passé. On peut uniquement le comparer avec le nombre d'entrants dans les années 60, qui était de 200 000 par année. Aujourd'hui, ou des dernières 20 ans, on est plus ou moins à ce niveau-là. Donc cette croissance des centres-villes s'explique principalement par cet effet de période. Après, on ne peut pas totalement comparer, parce qu'à l'époque-là, ici, on avait encore chaque année 200 000 à 250 000 saisonniers qui rentraient, mais qui restaient évidemment que 9 mois et qui ne s'établissaient pas en Suisse. Mais sinon, c'est relativement comparable. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec ces étrangers? Pendant longtemps, ces étrangers étaient, surtout dans les années 50, 60, principalement faiblement qualifiés. La grande majorité d'entre eux avaient au plus un niveau de formation secondaire obligatoire, alors que depuis les années 90, on a un clair boom de l'immigration de personnes avec une formation tertiaire, donc une tertiarisation de l'immigration, qui transforme évidemment toutes les logiques de choix résidentiels. Donc cette tertiarisation de la migration a été déterminée à la fois par l'expansion de l'éducation tertiaire dans les pays d'origine, avec de plus en plus de personnes qui sont bien formées, donc un pool de migrants potentiels hautement qualifiés qui s'élargit, et des changements aussi dans les besoins de main-d'œuvre de l'économie suisse, dans la transition vers une économie des connaissances, des technologies, une économie de services spécialisés, y compris les banques, qui ont donc besoin de plus en plus de personnel hautement qualifié. Donc ces deux facteurs ont donc transformé le profil socio-économique des immigrants, et ceci a également changé leur focus dans le choix de l'établissement lorsqu'ils arrivent en Suisse. Ici, on a le taux annuel d'immigration nette, c'est-à-dire le nombre d'entrants internationaux et de sortants internationaux pour chacune des zones urbaines, comme je les avais définies avant. Excusez-moi.
comme je les avais définis avant. Donc, on a la Suisse dense, semi-dense, peu dense, la ceinture rurale et les zones rurales ou montagnardes. On voit donc bien que dans les années 80, l'immigration était relativement bien répartie dans l'espace. Parce qu'on avait encore beaucoup de personnes qui étaient faiblement qualifiées, qui travaillaient soit dans le tourisme, dans d'autres services, dans les secteurs industriels aussi, surtout la petite industrie, qui était beaucoup plus dispersée dans l'espace, alors que l'économie du savoir et des services spécialisés est très fortement concentrée dans l'espace, la plupart du temps, dans les principaux centres urbains. Et c'est ce qu'on voit à partir de 2000, lorsqu'il y a en effet cette tertiarisation, que les choix de localisation commencent à bifurquer clairement, où on a une augmentation significative du taux net d'immigration internationale dans les centres-villes qui se distingue clairement de toutes les autres zones. Donc là, vous pouvez me dire, oui, d'accord, ok, 1% d'immigration nette par an, ce n'est pas énorme. En termes démographiques, pour les standards suisses, c'est très important. C'est bien plus que la balance entre les naissances et les décès. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'autour de cette balance migratoire, il y a des flux énormes qui circulent. Ici, maintenant, à gauche, vous avez l'ensemble des migrations internes et internationales entrant et sortant, la somme de tous ces flux, divisée par la population de chacune des communes. Vous voyez donc bien que par année, on a des flux qui représentent jusqu'à 25% de la population locale. Et ceci surtout dans les centres-villes, mais aussi dans les périphéries urbaines. C'est-à-dire une rotation très importante. Les entrants remplacent les sortants. Donc une population, un changement démographique qui est très dynamique, qui va un peu à l'encontre de notre compréhension du changement démographique comme quelque chose de lent, prévisible. Là, on est plutôt dans quelque chose de très volatile. Et si on considère la proportion de toutes ces migrations-là qui sont des migrations internationales, là, les centres-villes ressortent très clairement, avec plus de 40% de tous ces flux migratoires qui se croisent, qui sont attribuables aux échanges avec les pays principalement limitrophes. Donc, une forte rotation dans les centres-villes et plus généralement dans les villes. Après, pas tout le monde peut se permettre évidemment de s'établir dans les centres-villes. On l'a vu aussi pour les résidents de la Suisse, c'était principalement les jeunes adultes hautement qualifiés sans enfants. Et c'est un peu la même chose aussi pour les étrangers, donc les immigrants lorsqu'ils arrivent, le premier point de chute. Pour les hautement qualifiés, c'est principalement les centres-villes, où le taux d'immigration est le plus important, alors que pour les moins qualifiés, donc hautement qualifiés, ça c'est formation tertiaire, pour les moins qualifiés, c'est principalement les alentours des villes. Donc une ségrégation socio-économique de plus en plus forte au sein des agglomérations urbaines. C'est intéressant aussi de constater que cette carte ici, pour les moins qualifiés, elle ressemble beaucoup à la carte que j'ai montrée avant, pour la période de 2010, pour la population des résidents de Suisse dans son ensemble. On peut se poser la question, donc, pourquoi est-ce que ces personnes hautement qualifiées, est-ce qu'ils s'établissent en ville ? Ce n'est pas seulement une question de niveau d'éducation, mais c'est aussi une question de stade dans le parcours de vie dans lequel se trouvent ces immigrants lorsqu'ils arrivent en Suisse. Ici, vous avez un indicateur qui est censé retracer l'importance des familles dans les flux migratoires. Donc, c'est tout simplement le taux de migration des enfants divisé par le taux de migration des adultes. Donc, si la courbe elle est au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants que d'adultes qui arrivent, et si elle est en dessous, c'est qu'il y a moins d'enfants que d'adultes qui arrivent. Et voyez bien, dans les années 80-90, dans cette période de regroupement familial massif, on a de plus en plus d'enfants qui arrivent. Donc, ça, c'est plus ou moins des flux qui sont relativement stable, dans le sens on s'établit et c'est pour un bon bout de temps, jusqu'à ce que les enfants deviennent adultes, alors que depuis 2000, depuis cette tertiarisation de l'immigration internationale, les familles sont beaucoup moins représentées dans les flux, et aussi les migrants sont de plus en plus jeunes, c'est-à-dire c'est des jeunes professionnels sans enfants qui peuvent se permettre de vivre en ville, en tout cas
en tout cas pour les premières années. Et c'est quelque chose de totalement naturel dans le monde entier. Vous regardez n'importe où, un immigrant international, il va d'abord s'établir proche de son emploi, qui est la plupart du temps proche dans une ville, proche des communautés étrangères pour faciliter l'intégration, proche des offres culturelles, etc. Et après, plus tard, on analyse le terrain et peut-être on va trouver un endroit qui est plus propice au développement conséquent dans le pays d'accueil. Donc ça, c'est l'immigration. Donc voilà pourquoi ils se concentrent dans les centres-villes. Par contre, l'immigration, on a souvent l'idée, une immigration, un immigrant arrive et c'est pour de bon. Donc c'est tous les slogans politiques, surtout contre l'immigration, qui ont cette idée en arrière-tête. Par contre, c'est totalement faux. Surtout en Suisse, on a une énorme rotation de la population étrangère. Dans les années 60, c'était des saisonniers, donc où la rotation était imposée. Aujourd'hui, elle est choisie. Donc, si vous voyez encore une fois, ça c'est le taux de retour. Vous avez la cohorte des immigrants arrivés en 1981, dont plus de 40% est reparti après 5 à 10 ans. C'est-à-dire une forte rotation. Le taux de retour a diminué dans les années 90, lorsqu'il y avait ce boom du regroupement familial. Donc l'immigration s'est stabilisée, mais plus récemment, il est de nouveau à la hausse. Et vous regardez certains pays, surtout les ressortissants de pays économiquement développés, avec des opportunités aussi socio-économiques, les retours sont beaucoup plus fréquents. Donc USA, Canada, on est presque à 80%. Chez les Allemands aussi, on est à 60%. Les Italiens, c'est intéressant parce que c'était un flux qui s'est totalement transformé, à commencer par des personnes faiblement qualifiées, et après, dans les années 2000, et surtout depuis la crise économique, un accroissement fulgurant du niveau d'éducation moyen, et donc aussi un accroissement du taux de retour. Donc la migration est considérée comme une étape intermédiaire dans le parcours professionnel qui sert à faire un saut de carrière, à avoir davantage de revenus une fois qu'on rentre ou quand on va dans un autre pays. Alors que dans d'autres ressortissants, comme les ressortissants de l'ancienne Yougoslavie, les taux de retour sont très faibles parce que les perspectives sont très limitées. Et aussi parce que l'opportunité de retourner en Suisse est évidemment aussi très limité et très restrictif parce que ces pays ne font pas partie encore de l'Union européenne. Donc, des gains démographiques dans les centres-villes qui sont perdus. Il faut donc régulièrement alimenter un nouveau flux d'immigrants internationaux pour compenser pour les départs. Par contre, si les étrangers restent plus de 5 à 7 ans en moyenne, c'est-à-dire si ce n'est pas juste un passage en Suisse, souvent, ils imitent les comportements résidentiels des Suisses et quittent également les centres-villes. Donc là, on a exactement la même gamme de couleurs avec les centres-villes. Ça, c'est donc la migration interne nette des étrangers établis en Suisse. Donc après avoir immigré en Suisse, c'est des migrations secondaires, si vous voulez. Ou en fait non, je vois que la trame de couleur est inversée. Donc en bleu, c'est une migration négative, davantage de départs que d'arrivées, comme ici à Lausanne, dans le centre de Lausanne, Vevey, Zurich, partout dans toutes les grandes villes, alors que les zones qui sont périphériques connaissent un afflux de ces migrants établis. Donc retour au pays ou périurbanisation comme les Suisses, ce qui n'est pas étonnant, puisque les étrangers, en termes de profil socio-économique, ressemblent de plus en plus aux Suisses, de plus en plus éduqués, donc sujets à des facteurs incitatifs semblables que ceux des Suisses, avec un porte-monnaie aussi semblable. Voilà, donc un peu de perspective encore pour la fin. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur ? Je pense que la croissance démographique de la Suisse, qui a été soutenue ces dernières décennies, va certainement se poursuivre. L'incertitude est également très importante. Là, je vous ai mis un peu les projections démographiques de l'OFS, mais aussi des Nations Unies, du Centre Wittgenstein de démographie à Vienne. Donc, c'est des
c'est des méthodologies différentes qui arrivent souvent à des résultats très différents, surtout cette baisse ici de la population. Donc c'est une méthode qui est très critiquée par les démographes. Mais grosso modo, je pense qu'il faut se fier à l'office statistique. Parce que surtout, et il ne faut pas se fier à la projection de référence, il faut plutôt se fier à la projection haute, parce que selon mes expériences, on a toujours suivi cette trajectoire-là, en fait. Donc, la Suisse a 10 millions. D'un point de vue démographique, considérant ces évolutions lourdes, c'est quelque chose de quasiment inévitable. Et si on a une Suisse à 10 millions, c'est-à-dire aussi une pression de plus en plus importante sur les villes suisses, puisque c'est là où la population s'établit. Comment se répartit cette croissance en termes de naissance, d'essais, migration? C'est un peu la continuation de ce qui s'est passé ces dernières décennies. Principalement, le gros de la croissance annuelle, par exemple en 2020, 80 000, est attribué à la différence entre les immigrations et les émigrants, alors que la différence entre les naissances et les décès vont contribuer de moins en moins à l'accroissement démographique. Donc, la population de la Suisse va s'écarter de plus en plus d'un régime démographique lent, comme on l'a connu jusqu'à longtemps, et rentrer dans une phase d'évolution démographique rapide et très volatile, parce que les flux migratoires ils peuvent changer d'une année en fonction d'une crise mondiale, en fonction d'un conflit comme on l'a bien vu à Genève. Le conflit en Ukraine a totalement fait exploser les statistiques migratoires et surtout aussi les projections démographiques, avec des écoles totalement surpeuplées, etc. Donc, un environnement très volatile. Dernièrement, juste tout rapidement, pourquoi aussi il y a cette croissance de la population dans les villes? C'est qu'en général, le parcours de vie se transforme. Toutes les étapes majeures sont repoussées à des âges plus élevés. Donc on arrive en ville pour se former, on y reste plus longtemps parce que la formation dure plus longtemps. Ensuite, il faut capitaliser cet acquis sur le marché du travail, donc cet investissement dans la formation, et pas seulement l'homme, c'est aussi la femme. Donc, on retarde les naissances. Donc, on peut en fait passer beaucoup plus de temps en centre-ville, profiter d'une vie urbaine attrayante, avant de partir dans la périphérie pour peut-être fonder une famille. Ça, c'est juste un exemple ici. L'augmentation de l'âge moyen des femmes chez les femmes au premier enfant de 25 ans presque à au-dessus de 31 ans. Donc, ça nous rajoute 5 ans dans lesquels les jeunes sont libres. C'est aussi, le parcours de vie a aussi évolué non seulement chez les jeunes adultes, mais aussi chez les personnes âgées, avec de plus en plus de personnes qui atteignent l'âge de la retraite, un âge aussi plus avancé. Donc, on reste aussi plus souvent veuf, tout seul. On reste plus souvent sans enfant dans son ménage. Évidemment, on va y rester au lieu de déménager dans un plus petit ménage qui va coûter plus cher. Donc, la consommation d'espace habitable a fortement augmenté aussi en raison de ces changements dans le parcours de vie. Donc, pour arriver à la conclusion, en fait, il y a en effet une nouvelle croissance démographique des villes, mais qui reflète les tendances dans la Suisse dans son ensemble, et ceci malgré une périurbanisation qui continue. La croissance dans les villes, le rôle principal, c'est l'immigration internationale, et ça, de fait, ça a toujours été le cas. Déjà dans les années 90, quand les villes perdaient des habitants, des résidents, la chute du nombre d'habitants a été amortie grâce à l'immigration internationale depuis l'étranger, où pendant longtemps, beaucoup de municipalités étaient contentes pour avoir cet apport fiscal en supplémentaire. À l'époque, ils étaient faiblement qualifiés, donc ils allaient s'installer dans des zones qui étaient plus ou moins délaissées par la couche moyenne suisse. Alors qu'aujourd'hui, le profil socio-économique des immigrants nous ressemble beaucoup plus, et donc on se retrouve sur les mêmes territoires, si on veut. Il s'agit donc principalement d'arrivées de jeunes, sans enfants,
en ville, et après, c'est des flux qui sont suivis soit par un retour international ou par une migration vers un autre pays, ou par la périurbanisation au sein de la Suisse. Donc ça implique une très forte rotation de la population des villes, à la fois une rotation avec les populations internationales, mais aussi une rotation avec d'autres zones, surtout les zones périphériques de la ville. Et pour finir, donc la migration internationale déterminera le changement démographique et ce changement sera de plus en plus difficile à prévoir, même à court terme. Merci beaucoup pour votre attention.